Merci. Merci beaucoup à M. Ferrand d'avoir été avec nous ce matin. Je ne sais pas si vous restez encore un peu, mais bien sûr, voilà, c'est un bonheur. Et en même temps, une grande intimidation de me situer après vous. Voilà. Mais enfin, quand on plonge, il faut nager, hein, il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Merci donc, cher Franck Ferrand, pour votre regard sur notre histoire. Un regard bienveillant, ce qui est la condition de la vie ensemble. Et merci de nous avoir situés dans nos racines profondes. On aurait même pu encore monter beaucoup, beaucoup plus loin, mais de voir qu'effectivement, notre mouvement plonge ses racines très loin, très au profond dans notre histoire. Évidemment, avec l'arbre de Bernard Sagesse, on ne peut que penser aux racines et au sol et à l'eau qui l'irrigue. Voilà, c'est notre vie. Et nos racines poussent bien, on l'a vu. Donc un moment d'hommage. Un moment d'hommage, un moment unique. 100 ans, c'est pas tous les jours. On ne sera peut-être pas là la prochaine fois, au centenaire suivant. Ou en tout cas pas physiquement. Voilà, une fête donc. Une fête et sans doute pour les 100 ans à venir, un temps d'unité aussi profonde qu'il est possible. Vraiment, je voudrais remercier Philippe de m'avoir demandé de faire ce redoutable exercice. Au terme de cette évocation, trop bref bien sûr, il y aurait tellement de choses à dire. Parce que c'est vrai qu'au fond, depuis le temps un peu lointain maintenant, où je me suis retrouvé embarqué dans cette belle aventure confédérale, depuis ce temps, mon regard est tourné vers ce moment, aussi curieux que ça puisse paraître. Qui serons-nous en 2019 ? Quel sera le visage de la CFTC en 2019 ? Eh bien maintenant, nous savons. Nous savons. Alors quelques mots d'hommage et aussi peut-être de perspective, sans langue de bois, toujours l'arbre évidemment. Notre belle histoire a été jalonnée d'anniversaires. Il y a eu 37, c'était très impressionnant paraît-il. 87, Armel Gourmelon, le grand maître de la cérémonie, était là, on pourrait en parler. 87, Versailles, le chapiteau, surchauffé, 5000 personnes, 5000 militants. Une histoire un peu folle parce qu'il y avait les otages du Liban qui revenaient et Jacques Chirac venait parler, Premier ministre, venait nous parler, annoncer des bonnes nouvelles pour la famille. Et les otages tournaient au-dessus de l'Île-de-France en attendant que Chirac ait fini son discours. Alors il fallait qu'on réorganise complètement le programme qui était hyper minuté, hyper compliqué, pour intercaler le discours de Jacques Chirac dans l'évocation du centenaire. Tu te souviens de ça, Armel ? C'était sympa. Voilà. 94, la rue Lascaz. Oui, on a évoqué brièvement, mais on le connaît tellement, pas la peine d'en reparler pendant des heures. Cet événement extraordinaire de 64, où, oui, on est chrétien, ou en tout cas, on est fidèle à ses valeurs chrétiennes. Pourquoi changer ? Vous avez vu l'image de Joseph Sauty, voilà, dans la rue, là, comme ça, hein, l'ouvrier mineur avec sa silicose, qui dit, non, nous, on continue, voilà, on avance, on construit. Voilà, toute cette époque extraordinaire et cette assemblée de la rue Lascaz où quelques centaines de militants ont su, dans l'intimité de cette salle, on s'y retrouvait récemment avec les Parisiens, on l'avait fait en 1994, avec les anciens de la scission, cette intimité, cette fraternité, sans prétention d'être les meilleurs, ni d'être les plus forts, mais d'être nous-mêmes. Voilà. Cette période-là où on était plein d'espérance. Vous citiez les résultats des élections à la Sécu. Nos amis de la CFDT étaient à 16, je crois. Alors on se disait, ça vient, hein, voilà. Hein, c'était ces moments-là. Voilà.
c'est un temps pour faire mémoire, pour rendre hommage. Et un temps pour dire merci. Merci à tous ceux qui sont là, à tous ceux qui ne sont pas là ou qui sont là dans cette magnifique vision de l'humanité qui est celle de la communion avec ceux qui ne sont plus de ce monde. Un temps pour dire merci et aussi pour réfléchir un peu peut-être. Alors, avec Jean Bornard, qui le disait en 1977, merci à la CFTC qui nous permet de vivre une aussi belle aventure humaine. Merci à toutes ces grandes figures, on les a vues trop brièvement, mais dont Jean Bornard disait, solidement appuyés sur nos principes, les pieds bien sur terre, l'œil grand ouvert sur les réalités, le cœur plus attentif que jamais aux exigences de la solidarité. Voilà, Jean Bornard. Merci à tous ces grands fondateurs, continuateurs, à ces femmes, on l'a dit, hein, avec Mlle Rochebillard, avec Madeleine Tribolati, Geneviève Lingelser pour être plus proche. Voilà. Merci à tous ces compagnons de route de la CFTC. Et merci à Jacques Voisin, qui n'est pas là aujourd'hui, malheureusement, pour des raisons de santé, mais qui est de tout cœur avec nous. Et puis aussi merci à toute la foule des anonymes, des militants du terrain, qui sont là au cœur des communautés de travail. L'immense cohorte des témoins de l'espérance, des hommes, des femmes. Chacun de nous a en mémoire le souvenir d'un militant, d'une militante qui l'a un jour entraîné dans l'aventure, qui lui a fait confiance, un mot-clé de la CFTC. À cet instant précis, je pense qu'ils nous viennent en mémoire. On voudrait les nommer. Ici à Marseille, François Castelli, Albert Beltamio, on les a évoqués tout à l'heure, hier. Voilà. C'est par des personnes que nous nous sommes engagés, pas par des individus, pas par des individus, par des personnes dans leur globalité que nous nous sommes engagés, par des personnes, sinon pour elles. Alors, pendant la pause que vous attendez avec impatience, je vais faire un effort, si on pouvait faire la pause de nos discussions sur ce qui va et ce qui ne va pas, peut-être souvent ce qui ne va pas d'ailleurs, pour partager les uns les autres, ensemble, ce souvenir. Ce souvenir de ceux qui nous ont appelés, qui nous ont fait confiance. J'aimerais bien que le bruit du brouhaha de cette pause soit cet immense merci. Et portez aussi ce message de reconnaissance à tous les membres de vos équipes de terrain. Encore un mot-clé, l'équipe. Il y a, à la CFTC, on est riche à la CFTC, on a un président, on a un secrétaire général, on a un trésorier, on a des vice-présidents, des secrétaires adjoints, c'est toute une armada. C'est une équipe. Et si on a un président et un secrétaire et un trésorier, une trésorière par exemple actuellement, eh bien, c'est parce que c'est une équipe qui est en charge et qu'on n'est pas là pour décider seul. Alors, portez ce message de reconnaissance à toutes vos équipes. Vous êtes la CFTC dans sa multitude d'histoires personnelles,
nos grands-pères. Le mien était ami de l'abbé Debuche, il correspondait pendant la guerre, il était sur le front, et l'abbé Debuche était à l'hôpital à Dunkerque. Et il correspondait. Et l'abbé Debuche allait installer la CFTC au lendemain dans la paroisse Saint-François de mon grand-père. Voilà. Vous voyez, nos histoires personnelles, nos histoires collectives, toutes ces histoires d'équipes qui s'enrichissent mutuellement, génération après génération. Nos prédécesseurs étaient des femmes et des hommes d'espérance. Sur vos smartphones, pas maintenant, vous irez voir Peggy, la petite fille Espérance. C'est tellement beau, c'est tellement vrai, cette petite fille de rien du tout qui change le monde. Des hommes d'espérance, des femmes d'espérance. En toute liberté. Dans mon pays, à Roubaix, quand ils ont fondé la CFTC en 19, ils n'ont pas appelé ça la CFTC, ça n'existait pas encore. Ils ont fondé les syndicats libres. Libres, vous voyez, cette liberté. Avec leurs différences, avec leurs limites. Mais ils fondaient tous leur action sur ce fameux principe socio-chrétien. Et même à l'époque, sur l'encyclique du pape Léon XIII, Rerum Novarum, c'est-à-dire, c'est un peu vieux ça, Rerum Novarum, ça veut dire des choses nouvelles. Des choses nouvelles. Et si on lit cette encyclique aujourd'hui, que de passages ne pourrait-on pas appliquer encore aujourd'hui? Voilà, le regard sur les choses nouvelles. Encore un trait de la CFTC. Ces principes socio-chrétiens, nous avons reçu la charge de les proposer à tous les hommes et femmes de bonne volonté dans le monde du travail. C'est notre mission. C'est notre mission. Nous le savions, et je me souviens en 91, pour aller fêter les 100 ans des Rerum Novarum à Rome, le Saint-Père nous avait reçus en audience privée, il nous avait dit cela. Vous avez la mission de porter, de donner à tous, proposer à tous, quelles que soient leurs convictions, leurs engagements, ces valeurs sociales chrétiennes qui sont, moi je dis, la caisse à outils si bonne, si pratique, qui permet à tous d'agir ensemble. Tous ces hommes étaient des artisans de paix. Et c'est pour ça que j'aime bien cette colombe qu'on a trouvée dans les années 90, qui est tellement symbole de paix. Et on l'a dit, c'est au lendemain de la guerre, de la boucherie de 14-18, que tout cela se construit dans le monde. La dimension internationale, merci, je pense à nos amis invités présents. Des choses nouvelles. En parcourant l'autre nuit le livre de Philippe Portier, j'ai été très frappé par sa lecture de notre organisation. Rien de tel qu'un historien ou un sociologue pour nous regarder, nous comprendre. La continuité, l'anticipation, la capacité à voir le coup d'après, à aller devant. Quand on parlait salaire nominal, nous étions sur le pouvoir d'achat, etc., etc., la participation, enfin l'intéressement. Vous voyez, regardez notre histoire. Nous sommes très souvent, pas toujours, mais nous sommes très souvent sur ce regard, sur ce qui s'annonce sur les choses nouvelles. C'est grâce à ces principes. Alors évidemment, ces principes ne sont pas une jolie peinture qu'on met sur les volets de la maison, pour faire plus beau, pour attirer un peu. Ce sont les fondations de la maison. Et je voudrais dire que ces principes sont tout le contraire d'une pensée unique, comme on en connaît aujourd'hui, et rigide. Ils sont vivants, ils se construisent. Toute cette histoire qu'on a lue, ces principes se construisent, se vivent, se régénèrent, s'approfondissent, s'enrichissent. On a entendu leur fécondité. Fécondité notamment, et pas seulement bien sûr, par la force de conviction de nos militants. Nous savons que tout cela correspond aux aspirations des travailleurs. Et nous sommes dans le pays à la fois des acteurs de pluralisme, la CFTC a donné à la France le pluralisme syndical, ça a marché, hein, il y a le choix, mais aussi, de ce fait, une forme d'unité comme dans l'entreprise. Alors, je ne voudrais pas terminer cet hommage, tout de même, ça fait quand même 17 ans que je me dispense de parler dans les congrès parce que le principal service qu'un ancien président a à rendre à son successeur, c'est de la fermer. Hein. Voilà. Hein. Voilà. Mais... Voilà. Mais enfin, puisque Philippe a l'imprudence de me donner la parole, bien sûr je la tiens. Vous savez. Un bon syndicaliste, quand il a la parole, il la tient. Hein. Voilà.
Alors ma question, que sera demain le syndicalisme d'inspiration chrétienne, puisqu'on sait ce qu'il est aujourd'hui en France et en Europe et dans le monde. On l'a dit, notre société est devenue et continue de devenir de plus en plus diverse et largement indifférente, sinon méfiante, à la référence chrétienne. Les chrétiens sont de moins en moins visibles dans la société. Je ne dis pas qu'ils ne font rien, qu'ils ne sont pas efficaces. Je dirais même le contraire. On évoquait Saint Vincent de Paul, tout ce travail qui se fait aujourd'hui, sur le terrain, par des dizaines de milliers de militants. Voilà, bien sûr, elles sont là, mais elles sont beaucoup moins visibles. Eh bien, mes chers amis, il en est naturellement de même au sein de la CFTC. Voilà la réalité, c'est notre réalité. Il n'y a pas lieu de s'en offusquer. Simplement, il y a à le savoir et à y réfléchir. Et donc, il me semble que la question essentielle pour nous aujourd'hui est celle-ci, peut-être que je me trompe, puisque effectivement les acteurs, par nature, se trompent, ils avancent. Comment faire vivre un syndicalisme d'inspiration chrétienne dans une société qui se pense largement en dehors de cette inspiration? Rude question. Question difficile dans le cadre législatif, dans le cadre sociétal actuel. Simplement, ayons bien conscience que pour les prédécesseurs, ça n'était pas plus facile. Alors d'abord un constat. Nous savons tous dans cette salle que cette référence chrétienne est notre seule raison d'exister. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup de syndicats en France, beaucoup de syndicats qui se gardent d'une inspiration spiritualiste, avec qui nous faisons route, dans l'amitié, parfois dans la confrontation, au même service du monde du travail. Mais notre seule raison d'exister, nous, c'est d'apporter cette inspiration chrétienne. Donc, notre seule chance d'exister. Alors bien sûr, il peut y avoir des militants qui préfèrent rester discrets sur cette référence. Ils craignent qu'elle fasse obstacle à des adhésions. On pourrait chercher à comprendre pourquoi. D'autres, au contraire, sont sensibles aux témoignages explicites. Et de toute façon, ils aiment tous voir le drapeau de la CFTC claquer au vent. Ils sont tous CFTC. Et cette diversité de tempéraments, de visions, existe depuis la création de la CFTC. Relisez les bons livres, vous verrez, comme dès le départ, cette façon de voir se discute. Alors évidemment, la tentation de la discrétion ouvre un risque, celui de l'effacement, bien sûr. Là, je pense que la question qui est derrière ça, c'est la question de la lecture que nous avons de ces principes. Est-ce que pour nous, ces principes sont une contrainte, une limite, un frein, parce que l'autre n'est pas chrétien? Ou bien est-ce qu'au contraire, ces principes sont un tel appel à l'accueil, à l'ouverture, à la liberté, à la responsabilité? Et alors, on comprend pourquoi des personnes de toute confession, j'entends dans les couloirs des exemples, je ne vais pas les citer ici, ce n'est pas le but, mais alors évidemment, c'est une ouverture, un appel d'air, un oxygène, se réclame et s'inspire des principes socio-chrétiens. Voilà.
Alors c'était mardi soir, je crois que c'était Catherine qui est là devant, elle est tout près là. Hein. On s'est trouvés sur le trottoir ensemble, on a bavardé, on a mangé avec son époux un McDo ensemble là. Un truc pas très marseillais, il faut bien reconnaître. Hein. Je m'en excuse auprès de mes amis marseillais. Hein. Mais c'était comme ça. Le militant CFTC, il va à l'aventure toujours de la rencontre. Alors elle disait, Catherine, de toute façon c'est simple, les gens, il faut savoir les prendre comme ils sont, se situer avec eux et marcher avec eux à la route au pas où ils avancent. Hein. Voilà, tout simplement. Ça c'est la réponse à notre question. Voilà. Et puis parce que je suis dans un instant d'œcuménisme, je repense à André Bergeron. C'était un colloque où on avait invité les vieux dirigeants CFTC, syndicaux, je fatigue là, vieux dirigeants syndicaux. Alors j'en étais évidemment parmi les vieux, et il y avait Bergeron. Et son propos qu'il avait tenu était en terminant, il avait dit tout simplement, les gens, il faut les aimer, tout simplement. Ça c'est pour tous. Alors, en tout cas, pour notre centrale syndicale, la première réponse à cette question, comment faire en sorte qu'un syndicat chrétien puisse vivre dans une société qui se pense aujourd'hui largement en dehors de l'inspiration chrétienne, la réponse la plus fondamentale est la suivante. Ces valeurs sociales chrétiennes, il faut d'abord les vivre vraiment entre nous, dans la vie interne de l'organisation, dans nos équipes. Enfin, comment pourrions-nous imaginer un seul instant que nous puissions être audibles si notre propre vie ensemble n'était pas imprégnée de ces valeurs? Je me souviens d'une discussion avec Lionel Jospin, un jour où il y avait un peu de turbulence en interne, c'est naturel, et je voulais le prévenir plutôt que de l'apprendre par un autre canal, et il m'avait dit « Ah bon? Chez vous aussi ?» Voilà, un esprit de service. Servir la CFTC, pas s'en servir. D'autant plus. Mais. Bon, j'enfonce une porte ouverte, bien sûr, mais voilà, esprit de service, désintéressé, constructif. Qu'est-ce que j'aime ce mot de constructif? On en a fait un sujet de discussion entre ceux qui étaient pour ou pas le maintien de la référence chrétienne, qu'il y a aussi. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de mot plus notre image que de vouloir construire, de vouloir créer, de faire avancer. Hein. Et au passage, tiens, je rends hommage à Jean-François Van Est, qui est un peu le promoteur de cette idée, qui est vraiment un frère qu'on a perdu trop vite. La fraternité dans les équipes, le respect de la vérité. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. L'ouverture à tous, c'est par là qu'on peut construire. Et c'est à ça que je vous invite. On a parlé d'ADN tout à l'heure. J'avais d'autres images en tête, parce que j'ai fait de la biologie dans mon jeune temps. Et je voulais, parce qu'on n'est pas nombreux et qu'on est entre nous, vous livrer un petit secret de la vie. Un des secrets de la vie, c'est à la fois son unité et sa diversité, jusqu'au plus fin fond de la structure. L'ADN, c'est le même schéma d'organisation depuis le plus petit élément vivant jusqu'à celui qui se croit être le plus grand, l'être humain. C'est le même, c'est l'unité. Et pourtant, une telle diversité, dans la chlorophylle, le règne végétal, dans l'hémoglobine, le règne animal, il y a la même base de la molécule, il y a juste ici le fer, là le magnésium. Voilà, unité, diversité. Eh bien, c'est le sens de la vie, c'est le secret de la vie. Alors, chers amis, à l'image de Joseph Sauty et de ses compagnons de 64, soyons cet apport du syndicalisme d'inspiration chrétienne au monde du travail. Nous faisons face à des défis considérables.
la mécanique financière, c'est une mécanique maintenant, mondialisée, la progression fulgurante des techniques, l'éclatement social, les plus riches, de plus en plus riches, etc. La marchandisation de la personne humaine, les salariés jetables, variables d'ajustement du marché, ces formules d'il y a 25 ans que nous utilisions, que maintenant on entend couramment. Chers amis, le défi écologique se mêle étroitement au défi social. Il va imposer demain un changement radical de la manière de vivre. Et c'est déjà commencé. On le voit, les gilets jaunes viennent de là, cette confrontation qui naît. Est-ce que cela se fera dans l'affrontement, avec les pires aventures auxquelles ça ouvre? Faut-il cultiver ces valeurs de l'affrontement, comme parfois on le voit aujourd'hui? Ou bien, au contraire, porter les valeurs de la fraternité? L'apport chrétien, mes amis, l'apport social chrétien sera vital au sens propre du mot. Quand nous avions décidé, en 92, je crois à peu près, la nouvelle signature, la vie à défendre. Pour la petite histoire, la vie à défendre, ça vient de la belle prière sur la vie de Mère Teresa. De Mère Teresa, celle pour laquelle sa foi se résumait au visage des mourants. Quand nous avons choisi ce thème de la vie à défendre, parce que défendre, on voit bien le syndicat, et puis la vie, parce que c'est toute la vie des gens qu'on embrasse, c'est pas seulement, comme on le disait, l'individu de ceci ou de cela. Eh bien, nous ne pensions pas que nous étions aussi visionnaires. Et quand je vois ce bel arbre, je me dis, tiens, c'est encore une autre manière de le dire, puisque aujourd'hui, bien sûr, l'arbre devient, avec les abeilles peut-être, une des images de la vie à défendre. Elle nous met au service de la vie dans toutes ses dimensions, familiales, professionnelles. Le logement, tiens, un mot sur le logement, puisque nous sommes à Marseille et qu'on connaît le drame qu'a vécu et que vit cette ville dans le logement. L'éducation, l'impact CFTC sur l'éducation. Le développement, la santé, la solidarité. Voilà. Et puis pour terminer, allez, je m'arrête quand même, parce que je vois que j'ai été trop loin. J'avais dit 10 minutes, mais je pense que j'ai fait 20, là, après que c'est parti. M'excuserez. Un dernier propos. Si nous voulons être à la hauteur, parce que vouloir, c'est facile, réaliser, c'est autre chose. Bernard disait souvent ça. Pour être à la hauteur, nous avons un atout fondamental, c'est la formation. C'est la formation. C'était la force, on l'a dit, de nos anciens. Cercles d'études, etc. C'était leur force. Alors, là encore un petit secret, un testament que m'avait confié Jacques Tessier quand on se rencontrait en déjeuner chez Paul Verneras. C'était le dernier survivant du congrès fondateur, du moins le dernier connu, et nous invitait à déjeuner de temps en temps. Et un jour, Jacques Tessier m'avait dit, Alain, il faut que tu maintiennes et que tu développes la formation des militants aux principes socio-chrétiens. Pas seulement une formation théorique qui est nécessaire, qui est indispensable, on l'a compris là, dans ce que vous nous apportez, M. Ferrand, avec toutes ces racines multiples, complémentaires qui nous viennent, mais aussi une formation à l'intelligence de l'action, savoir dépasser les réponses techniques aux questions techniques. Je prenais jadis souvent une image, encore une image de prof de sciences, quand vous prenez un chat et que vous le jetez en l'air, ce qui n'est pas très sympathique, mais vous le jetez en l'air, il retombe sur ses pattes. C'est toujours merveilleux ça, hein, sauf s'il y a un escalier, ça c'est plus vache. Mais comment se fait-il que vous retomberez sur vos pattes quand on vous jette en l'air? C'est très simple, entre guillemets. C'est sa vision et son oreille interne qui décident. Il met d'abord ses yeux et donc son oreille interne dans l'horizontale. Ensuite, le cou se met dans l'axe. Ensuite, le dos se met dans l'axe et les pattes se mettent dans l'axe et il arrive par terre. Voilà, très vite. Mais ah oui, je suis sur la tête.
commencer par la vision. Voilà. Bon, écoutez, j'ai une affiche qui est assez lisible, malgré ma vision un peu déficiente, mais merci de conclure. Alors, je reprendrai simplement ce qui était écrit sur le journal de la CFTC en 1965, sous la plume de Jacques Tessier, haut les cœurs et en avant la CFTC.